Après un procès à charge, Jeanne d'Arc meurt en martyre sur le bûcher érigé par les Anglais à Rouen. Débarrassés de celle qui les effrayait tant, les Anglais pensent pouvoir repartir de l'avant, reprendre les conquêtes et renverser une bonne fois pour toutes un Charles VII dont l'existence même est une insulte pour les envahisseurs. À la conquête de l'histoire. La bataille de Gerberoy. Alors que les Anglais entendent profiter de la disparition de Jeanne d'Arc, Charles VII se trouve toujours au sud de la Loire. Le roi de France n'a d'ailleurs pas bougé pendant les mois qui viennent de passer, et que celle à qui il doit son sacre subissait 1000 tourments. Pourquoi donc le roi de France n'a-t-il pas tenté de racheter Jeanne à Jean de Luxembourg, ni même de la délivrer pendant son procès? Si elle est unanimement soutenue par le peuple, dans l'entourage du roi, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jeanne ne fait pas l'unanimité. L'évêque, Regnault de Chartres par exemple, estime que pour avoir enfreint les ordres, elle est responsable de ce qui lui est arrivé. Cette opinion est partagée par une bonne partie de la cour de Charles VII, qui a licencié son armée et a repris par l'intermédiaire de La Trémoille les négociations avec les Bourguignons. Selon toute vraisemblance, l'éloignement de Jeanne de la cour est vu comme un soulagement. La pucelle hors jeu, c'est la porte-étendard de la guerre à outrance qui est écartée. Certains y voient donc la possibilité de négocier plus sereinement avec les Anglo-Bourguignons. Le capitaine de Compiègne, Guillaume de Flavy, qui n'a pas pu sauver Jeanne, a réussi à conserver le contrôle de la ville grâce à l'arrivée d'une armée de secours, dirigée par Louis de Vendôme et par Saint-Traille, mais également aidé par la volonté des habitants qui refusent de retomber sous la férule bourguignonne. Les autres capitaines français situés au nord de la Loire ne reçoivent pas de consignes. Ils combattent dans le désordre et vivent sur le pays. Alors que Jeanne se morfondait au fond de sa cellule, la guerre de siège se poursuivait dans tout le nord du royaume. Les places étaient prises puis reperdues en quelques semaines. Si les Français contrôlaient quelques places fortes en limite de la Normandie, ils étaient pour l'instant bien incapables de lancer une action militaire contre Rouen. Jeanne ne pouvait pas être délivrée. À l'intérieur des murs de Rouen, les Français comptent de nombreux soutiens. Mais la puissance anglaise concentrée dans la ville était telle qu'une insurrection ou un complot n'avait aucune chance de réussir. En février 1432, un écuyer normand qui a combattu à Orléans, Guillaume de Ricarville, prendra brièvement le contrôle de Rouen et tentera de s'emparer du roi d'Angleterre Henri VI. Il échouera, et la centaine de ses co-conspirateurs sera décapitée sur la place du marché. Après la capture de Jeanne, la situation des Français a tout de même tendance à se dégrader. Château-Gaillard est repris par les Anglais, le maréchal de Boussac est battu devant Clermont, Denis de Chailly perd Coulommiers et Bedford rassemble une armée pour reprendre Louviers, îlot français en terre anglaise. Tant que Jeanne était vivante, les Anglais n'osaient pas attaquer la ville défendue par La Hire, par superstition, mais dès le lendemain de son exécution, en juin 1431, ils posent le siège sous ses murs. Les Anglais rentreront dans Louviers après 4 mois de siège et détruiront tous les ouvrages de défense. Dans le même temps, Saint-Traille pille la ville d'Eu et Ambroise de Loré s'attaque à la foire de Caen, où il fera plusieurs centaines de prisonniers. Pendant l'été de la même année, Regnault de Chartres entreprend de lancer une grande offensive contre la Normandie. Pensant sans doute reproduire les exploits accomplis par Jeanne d'Arc, il profite de l'occasion pour mettre à la tête de l'armée un enfant du peuple, un jeune berger nommé Guillaume, auquel il confie un rôle similaire à celui de la pucelle. Sans doute dépassé par les événements, l'adolescent n'aura jamais l'aura ni l'influence de Jeanne. L'armée, d'environ 4000 soldats dans laquelle il se trouve, se rassemble à partir de Senlis et Beauvais. Apprenant ça, les Anglais regroupent 10 000 hommes et fondent sur les Français. Jeanne n'étant pas là pour aplanir les dissensions entre les capitaines, la bataille qui a lieu du côté de Beauvais tournera au fiasco. Pas organisés, les Français se laissent encercler et seront écrasés.
Plusieurs capitaines français seront capturés, mais également le jeune berger Guillaume. Pierre Cochon est ravi, ce subterfuge étant un argument de plus pour discréditer les Français et la mémoire de Jeanne. Le jeune homme sera jeté en prison, et quelques mois plus tard, quand Henri VI entrera dans Paris pour son couronnement, Guillaume, enchaîné, sera exhibé comme un trophée. Il sera exécuté sans procès, probablement noyé dans la Seine. Revenons plus en détail sur le sacre d'Henri VI, évoqué un peu plus tôt. Henri VI, déjà sacré roi d'Angleterre, vient donc en France pour être sacré roi de France. Incapable de se rendre à Reims, contrôlé par les Français, l'Anglais se voit donc obligé d'être sacré à Paris, le 16 décembre 1431. C'est la première fois qu'une telle cérémonie a lieu dans la capitale. Le cardinal de Winchester dirige la cérémonie. Quelques évêques sont présents, mais les pairs de France n'ont pas fait le déplacement. Même le duc de Bourgogne, pourtant allié des Anglais, n'a pas jugé nécessaire de se déplacer. La population raille Henri VI, incapable de rassembler, même dans son propre camp. Le banquet offert par le roi aux notables de la ville est également un sujet de mécontentement. Les Anglais servent des rôtis cuits plusieurs jours auparavant puis réchauffés. Cet aspect de la cérémonie avait semblé secondaire aux organisateurs. On ne pardonnera pas aux Anglais d'avoir considéré en France la cuisine comme une corvée. Les bourgeois et la population notèrent aussi la médiocrité des frais engagés pour la fête. Petit banquet, petite joute, petite générosité. On observa qu'on s'amusait plus au mariage d'un enfant de bourgeois. Henri VI quitte Paris juste après Noël. La population mécontente juge qu'on en a trop fait pour celui qu'on commence ouvertement à considérer comme un envahisseur. Pendant ce temps-là, alors que le mécontentement monte, arrive de Lille la nouvelle d'une trêve longue de 6 ans entre Charles VII et Philippe le Bon. Les Anglais attendaient du Bourguignon qu'il attaque la Champagne, et il rangeait ses armes. Bedford sait à ce moment-là qu'en Île-de-France et en Normandie, il allait se retrouver seul. Pour les Anglais, l'illusion que la chance avait tourné après la mort de Jeanne n'a pas duré. Dans l'ouest de la France, si les actions ponctuelles du bâtard d'Orléans, d'Ambroise de Lorée et de Richemont n'étaient pas décisives, elles ancraient dans l'esprit des Normands qu'Henri VI était incapable d'assurer l'ordre. Dans ce contexte, on voyait revenir les querelles féodales. Richemont se battait de nouveau contre la Trémoille, le duc d'Alençon contre le duc de Bretagne, ou encore Foix contre Armagnac. L'anarchie s'installe de nouveau dans le royaume. Par ailleurs, la trêve signée à Lille entre Français et Bourguignons encourageait les comploteurs. Tous les mois, des complots visant à faire entrer dans Paris les Français étaient mis au jour. Pour tenter de reprendre la main, Bedford veut sceller une alliance avec Richemont et le duc de Bretagne contre la Trémoille et Charles VII. Jugeant la menace sérieuse, le favori du roi se réconcilie avec le connétable breton. La Trémoille sera ensuite écarté de la cour. Poignardé dans son lit, emprisonné à moitié mort, il ne sera libéré que contre une forte rançon à condition de se tenir à l'écart du pouvoir. Charles VII réagit de la même manière à l'attentat contre ce favori qu'à la capture de Jeanne d'Arc. Il ne fait rien. Il semble subir les événements, plus qu'être acteur de la situation. Une fois de plus, le régent anglais tente de renverser la situation. Il fait assurer la défense de la Normandie à des paysans qui doivent s'entraîner au maniement des armes et au tir à l'arc pour que les soldats puissent se concentrer sur la reconquête. Mais ça passe mal auprès des militaires. Après tout, allait-on continuer à les payer si des gueux faisaient leur travail sans même demander d'argent en contrepartie ? Ils organisent un guet-apens contre une troupe de ces paysans qui seront massacrés. C'en est trop pour les Normands. La région sombre dans l'insurrection. Les Anglais perdent même le soutien de l'université de Paris, en ouvrant une université concurrente à Caen. Drôle de façon de remercier une institution qui a versé dans la collaboration la plus totale, notamment en demandant ouvertement la condamnation de Jeanne d'Arc. Finalement, en France, il ne reste plus grand monde pour considérer l'anglais comme légitime. La population est unanime, c'est un occupant, et il faut le chasser. En plus de cette situation insurrectionnelle, les épidémies frappent le royaume. Des retours ponctuels de la peste noire, la grippe et la petite vérole déciment la population. À Paris, la population a fondu. La valeur locative des habitations a baissé de 90% en 10 ans. Les bourgeois,
accablé par les taxes des Anglais, se retrouve pour beaucoup sur le point d'être ruiné. Du côté bourguignon, on penche petit à petit du côté français. En effet, le duc Philippe le Bon n'avait rien fait pour empêcher le sacre de Charles VII, n'avait pas daigné se déplacer pour le sacre parisien d'Henri VI. S'il n'y avait pour l'instant pas de paix, les trêves se succédaient depuis 5 ans, et il y avait finalement eu peu de combats entre Français et Bourguignons ces dernières années. À partir du printemps 1432, les négociations s'ouvrent entre les deux parties à Arras. Bien entendu, Philippe le Bon n'oubliait ni l'assassinat de son père, ni son engagement lors du honteux traité de Troyes. Mais l'alliance anglaise s'avérait de moins en moins utile pour lui, et la Bourgogne devait désormais faire face à de nouveaux défis. Pour écouler les draperies flamandes, la Bourgogne avait besoin d'un réseau commercial continental qui ne soit pas grippé par la guerre. De plus, la France ayant maintenant repris pied au nord de la Loire, les troupes françaises sont au contact de l'Artois et de la Picardie, sous contrôle bourguignon. La paix avec la France devient donc une nécessité. Par ailleurs, l'empereur Sigismond du Saint-Empire, allié du roi de France, entend bien contenir l'expansion bourguignonne vers le Rhin, et pour faire face aux impériaux, Philippe le Bon a besoin de s'assurer de ne pas avoir à se battre sur 2 fronts. Plusieurs pourparlers entre Français et Bourguignons ont lieu, et c'est à Nevers, en 1435, que le duc de Bourgogne fait comprendre aux envoyés du roi de France qu'il est prêt à abandonner son allié anglais s'il trouve un moyen de ne pas trahir la mémoire de son père. Un rendez-vous est fixé pour une rencontre finale à Arras. Dans le même temps, pour aborder les négociations dans une position de force, Charles VII lance plusieurs de ses capitaines harceler les positions anglaises. Depuis la création du duché de Normandie se trouve à Gerberoy une forteresse qui avait initialement pour mission de défendre le Beauvaisis des éventuelles incursions normandes. Forteresse d'importance donc, qui fut brûlée et rasée par les Anglais en 1418, ainsi que tout le reste du village. La situation dans la région est catastrophique depuis qu'elle est sous domination anglaise. Les champs ne sont plus cultivés, les loups infestent la région et les habitants meurent de faim. Les revenus tirés de la région passent de 10 000 livres à 7 livres en l'espace de quelques années. J'ai bien dit 7, et non pas 7 000. Dans l'optique de reconquérir son royaume, Charles VII a besoin de maintenir la pression sur les Anglais. Il envoie donc La Hire et Saint-Traille occuper les ruines de Gerberoy, relever les murailles, ou plutôt y installer des palissades. Leur troupe de 600 hommes, rassemblés à Beauvais fin avril, ils se dirigent le soir vers Gerberoy, pour y arriver sans être vus et commencer leurs travaux sans dérangement. Bedford, qui a une armée de 3000 hommes qui se dirige vers la Picardie pour faire lever le siège du Crotoy, apprend que les Français fortifient Gerberoy. Le régent anglais fait alors dévier l'armée dirigée par John Fitzalan, comte d'Arundel, pour déloger les Français avant que la ville ne soit complètement fortifiée. Confiants, les Anglais ont apporté avec eux des cordes pour pendre les défenseurs français de la place forte. Quand le chef anglais arrive en vue de la ville à 8h du matin le 9 mai 1435, avec une partie de son effectif, il entreprend de fortifier sa position avec des fossés et des pieux, comme les Anglais en ont l'habitude en attendant le reste de ses hommes. Les capitaines français, qui n'ont ni remparts solides ni vivres suffisants pour soutenir un siège, décident de ne pas se laisser enfermer et de profiter que la totalité de l'armée anglaise n'est pas encore là, pour prendre les ennemis par surprise. Ils décident d'attaquer immédiatement. Saint-Traille, avec 300 hommes, charge de front Arundel et ses hommes qui viennent d'arriver. Ils sont pris au dépourvu, mais installés dans leur camp retranché, ils résistent un moment. Pendant ce temps-là, La Hire, avec le reste des Français, contourne l'avant-garde d'Arundel et s'en va attaquer la colonne anglaise qui est encore sur la route. N'imaginant pas être attaqués, les Anglais ne sont pas en formation de combat. Ce sont des proies faciles. La colonne est disloquée et les soldats taillés en pièces. Voyant ça, la dernière partie de l'armée anglaise fait demi-tour et s'enfuit pourchassée par La Hire. Le capitaine français revient ensuite vers le camp fortifié anglais où le combat fait rage. Les Anglais, retranchés derrière leurs pieux, lancent leurs flèches comme à leur habitude. Mais en face, il y a des canons à portée de Gerberoy. Arundel est blessé à la cuisse par une coulevrine, puis l'assaut général est lancé. Avec le renfort de La Hire,
la position anglaise devient vite intenable. Les Anglais sont submergés, et plus de 240 sont tués, 120 sont faits prisonniers, tandis que le reste s'enfuit. Du côté français, seulement une vingtaine d'hommes périt. Arundel mourra de sa blessure peu de temps après à Beauvais. La victoire française est complète. Victoire avant tout morale. 4 ans après le supplice de Jeanne d'Arc, ses anciens compagnons d'armes défont les Anglais aux portes de la Normandie. Mais victoire militaire également, qui permet de s'installer à la frontière de la Normandie anglaise. La bataille de Gerberoy inaugure une longue série de victoires pour les partisans de Charles VII, qui aboutira sur l'expulsion des Godons du royaume de France. Pendant ce temps-là, Dunois est envoyé prendre Saint-Denis, où il entre le 1er juin 1435. Il y restera en attendant les instructions pour l'assaut final contre Paris. Du côté bourguignon, on tente de faire comprendre aux Anglais qu'on n'arriverait jamais à en finir par la force. Il faut négocier. Le congrès final s'ouvre à Arras le 5 août 1435. Le pape a envoyé un légat pour superviser les négociations entre la partie anglaise et la partie française. Dans un premier temps, les ambassadeurs de Charles VII font d'énormes concessions. Le Lancastre garderait la Normandie, sauf le Mont-Saint-Michel, et conserverait également la Guyenne, mais il tiendrait ces 2 provinces en fief, et devrait donc hommage au roi de France. Les Anglais, avec à leur tête le cardinal de Westminster, Henri Beaufort, ont la position exactement opposée. Charles VII pourrait garder les terres en sa possession actuellement, mais il les tiendrait en fief du roi Henri VI. Autrement dit, Charles VII cesserait d'être roi de France. Seulement, les Anglais ne sont plus en position de force. Leurs demandes sont déraisonnables, et le légat pontifical s'agace de leur obstination. On ne songe très vite plus à une paix générale, mais à une paix séparée, entre Français et Bourguignons. Début septembre, Philippe le Bon annonce officiellement à Beaufort que l'alliance anglo-bourguignonne est rompue. Le cardinal anglais s'en va furieux. Quelques jours plus tard, les termes de la paix franco-bourguignonne sont scellés. Globalement, les Français ont cédé à quasiment toutes les exigences du duc de Bourgogne. Le traité d'Arras, signé le 21 septembre 1435, comporte 3 clauses. La première, une clause de réparation morale. Charles VII s'engage à punir les instigateurs du meurtre de Jean sans Peur à Montereau, et le procureur du roi récite au nom de Charles VII un texte d'excuse qui figure d'ailleurs au traité. La mort de Monseigneur le duc Jean de Bourgogne fut iniquement et mauvaisement faite par ceux qui perpétrèrent le cas, et par mauvais conseil. Il en a toujours déplu au roi, et il lui déplaît à présent de tout son cœur. Il l'eût empêché s'il avait eu l'âge et l'entendement qu'il a à présent, mais il était bien jeune, et avait pour lors petite connaissance, et ne fut point assez avisé pour y pourvoir. Personne ne fait remarquer que le premier assassinat avait été celui du duc Louis d'Orléans. La seconde clause est territoriale. Charles VII cède les comtés d'Auxerre, de Mâcon, les châtellenies de Bar-sur-Seine, Roye, Montdidier, ainsi que tout ce qui sépare la Somme de l'Artois. La troisième clause est politique. Le véritable enjeu est la souveraineté. Le roi de France gardait la sienne intacte sur toutes les terres qu'il conservait et sur toutes celles qu'il pourrait reconquérir sur les Anglais. Mais le point significatif de ce traité, c'est que le duc de Bourgogne est maintenant souverain sur l'ensemble de ses États. Tant que vivrait Charles VII, Philippe le Bon ne prêterait aucun hommage au roi de France. Si le duc lui survivait, il ferait hommage au nouveau roi de France. Et les héritiers de Bourgogne prêteraient hommage comme par le passé. L'exemption de l'hommage n'était que passagère. Il était mis entre parenthèses pour une génération. Charles VII avait sacrifié son amour-propre et perdait un temps une partie de son royaume. Mais il avait maintenant le soutien du duc de Bourgogne dans la guerre contre les Anglais. Le seul qui menaçait la couronne des Valois, le seul qui se prétendait roi de France, c'était l'Anglais, et non pas le Bourguignon. Les mauvaises langues firent remarquer que les termes du traité étaient plus ou moins les mêmes que ceux qui avaient été proposés au lendemain du sacre de Reims en 1429, et que l'obstination de Jeanne d'Arc à vouloir combattre avait retardé l'alliance anti-anglaise de 6 ans. Le grand perdant de l'histoire, c'est Bedford.
Comme un symbole, ce dernier meurt d'ailleurs à Rouen au moment où la paix est signée entre Français et Bourguignons. Après 15 ans d'un gouvernement pragmatique, l'ancien régent s'éteint et tout ce qu'il a bâti commence à s'effondrer. On pense qu'avec la nouvelle alliance franco-bourguignonne, le conflit va pouvoir être résolu rapidement. Mais il n'y a guère de coordination entre les deux parties. Philippe le Bon tente de reprendre Calais, mais échoue. En représailles, les Anglais attaquent le comté de Flandre et le duché de Bourgogne. Charles VII n'a lui pas encore les moyens de soutenir les mouvements de rébellion qui se déclenchent en sa faveur dans les territoires toujours contrôlés par les Anglais. L'objectif principal de Charles VII, c'est de reprendre Paris. À la fois parce que c'est un carrefour économique, mais surtout car ce serait un symbole très fort. Dans la capitale, les complots anti-anglais sont quotidiens, et les intrigants se cachent à peine maintenant que le parti bourguignon ne soutient plus la présence anglaise. Les Anglais exigent un nouveau serment de fidélité de la part des bourgeois, serment qui ne veut rien dire. Mal payés, les 3000 soldats d'Henri VI sont autorisés à aller piller les villages des environs. Ils font tout pour se faire haïr de la population. Dans Paris, on ne parle désormais plus des Armagnacs ou des Bourguignons, mais seulement de Français. On attend maintenant avec impatience leur arrivée et la délivrance du roi de France. Les 4 évêques qui dirigent Paris, Louis de Luxembourg, Pierre Cochon, Jacques du Châtelier et Pasquier de Vaux, sont bien incapables d'empêcher le retournement de la population. Au printemps 1436, Richemont, qui contrôlait déjà l'est et le nord de la région parisienne, Melun, Lagny, Saint-Denis et Pontoise, passe par Corbeil et réussit à bloquer l'autre côté. Le blocus est maintenant total. Dans Paris, le parti de Charles VII s'organise autour de Michel de Lellier, un maître des comptes. Le 13 avril, ces hommes déclenchent une émeute. Les Anglais sont lapidés à coups de pierre, de bûches et de pots en terre dans les rues étroites de la capitale. Les Godons se réfugient à la Bastille, située tout près de la porte Saint-Antoine. Sur les 15 portes de la ville, 11 avaient été murées pour ne pas avoir à les surveiller. 4 restaient accessibles, Saint-Denis, Saint-Honoré, Saint-Jacques et Saint-Antoine. Le seigneur de l'Isle-Adam, qui avait été gouverneur de Paris pour le comte de Bedford et des Bourguignons, connaissait bien la capitale. Il savait que la faille principale de la défense de la ville, c'était son absence d'un boulevard circulaire à l'intérieur de l'enceinte. Pour aller d'une porte à l'autre, il fallait repasser par le centre. Or, il n'y a que 4 ponts dans Paris, et ils sont engorgés du matin au soir. D'autre part, les petites ruelles interdisent tout mouvement de troupes d'ampleur. Ainsi, en attaquant par la porte Saint-Jacques sur la rive gauche à l'heure où Lellier organise son émeute, il sait qu'il aura affaire à une troupe adverse fortement réduite. Les gardes de la porte Saint-Jacques sont des bourgeois parisiens, plus bourguignons qu'anglais. Ils n'ont aucune envie de se battre contre les Français qui se massent sous les murs. À la première sommation, ils décident d'ouvrir la porte. Ils font même descendre une échelle pour accélérer l'entrée dans Paris des assiégeants. Le 17 avril, la troupe qui pénètre dans la capitale est pour le moins éclectique et montre bien la réconciliation opérée entre les différents partis français. On y voit Richemont, frère du duc de Bretagne, dont la fidélité à Charles VII n'a eu de cesse d'osciller. Il est accompagné du bâtard d'Orléans, fils de la première victime des Bourguignons et compagnon fidèle de Jeanne d'Arc. Et on retrouve bien entendu le seigneur de l'Isle-Adam, qui a défendu Paris contre cette même Jeanne d'Arc, et a longtemps été l'adversaire de Charles VII. On se rend bien compte que l'aspect féodal de cette guerre de 100 ans s'est peu à peu effacé pour laisser place à une véritable affaire nationale. On est fatigué des interminables conflits princiers qui dégénèrent en guerre civile. Il n'y a plus qu'une guerre, celle des Français contre les Anglais. Une fois maîtres de la ville, les Français veulent montrer qu'ils sont là en libérateurs et non pas en occupants. Ils publient une amnistie générale, tandis que les Anglais réfugiés dans la Bastille sont autorisés à sortir et à prendre la direction de la Normandie. Charles VII dispose maintenant de sa capitale, mais les villes de la région contrôlées par les Anglais sont toujours une menace pour Paris, et ils n'ont pas renoncé. Fin janvier 1437, ils reprennent Ivry, puis en février c'est au tour de Pontoise, et c'est ensuite Montargis qui tombe en leur pouvoir. Charles VII réagit à l'automne,
il va assiéger Montereau. Le siège dure 6 semaines. La ville est prise d'assaut le 10 octobre et le roi, sa bannière à la main, monte un des premiers sur le rempart. 15 jours après, le château où s'étaient réfugiés les débris de la garnison capitule. De Montereau, Charles VII vient à Melun, de là à Paris, où il fait son entrée solennelle le 12 novembre 1437. Le prévôt des marchands, Michel de Lilliers, offre les clés de la ville au roi. Il veut par cette cérémonie rappeler à Charles VII que l'on n'avait pas eu à prendre la capitale d'assaut, et que les portes s'étaient ouvertes d'elles-mêmes devant le souverain légitime. Les bourgeois organisent une grande fête. Cortège, tableaux vivants, chants, tout était bon pour montrer à tous que Charles VII n'entrait pas dans une ville prise, mais dans une ville libérée. À Notre-Dame, le roi prête le serment des rois de France à leur retour du sacre, et les choristes entonnent le Te Deum. La foule est en liesse. Cependant, l'enthousiasme retombe vite. De lourds impôts sont prélevés. La sécurité n'est pas assurée aux portes mêmes de Paris, puisque les Anglais pillent des convois de ravitaillement. Et à une épidémie de petite vérole qui fait des dizaines de milliers de morts, s'ajoute un hiver particulièrement rude. Les loups entrent dans Paris à la nage, attaquent les chiens, dévorent même un enfant. On se rassure comme on peut en comparant avec la situation de Rouen, qui n'est pas bien meilleure. On y en a fait vu des chiens et des cochons manger des enfants morts de faim. Paris s'était trompé en croyant que Charles VII allait ramener instantanément la prospérité. Frappée par la faim et la maladie, la capitale était devenue un véritable désert. La valeur des loyers s'effondre encore un peu plus, une boutique sur 2 est vide, les maisons inoccupées tombent en ruine. S'il veut reconquérir les territoires encore aux mains des Anglais, Charles VII va devoir réformer de fond en comble son royaume, quitte à se mettre à dos une partie des grands barons qui l'ont soutenu jusqu'à maintenant. Ces derniers n'ont cependant pas l'intention de se laisser dominer par celui qu'ils ont connu si faible. Encore une fois, même si l'ennemi principal est bien l'anglais, les dissensions se révèlent au grand jour et la guerre civile couve. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.